C'est ça? D'abord que j'ai lancé Oui, l'enregistrement, c'est monsieur, bon? oui. Très bien. Monsieur, c'est bon. Et Allah, ala barakatillah. Donc, après les actes de commerce et le commerçant, alors les actes de commerce et commerçant, on a vu la détermination, la classification des actes de commerce, les limites de l'exercice à l'exercice de commerce et les obligations du commerçant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier axe? درنا فيه واحد la révision ديال كوسان ياك سي بون دونك on l'a validé هذا l'axe. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, monsieur. Très bien. Alors maintenant, on va passer au le deuxième axe, le fonds de commerce. Et on va voir deux points. Les éléments du fonds de commerce et les contrats portant sur le fonds de commerce. Donc, le deuxième axe fonds de commerce, on va traiter deux points. Les éléments du fonds de commerce et les contrats qui portent sur le fonds de commerce. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par définir. C'est bon ou non, c'est bon? C'est C'est bon, bon, monsieur. monsieur. C'est C'est visible. bon, monsieur. Et là, ça va? Ziad? Oui, monsieur, très bien. Donc, le fonds de commerce est un bien meuble. Donc, je l'ai mis en gras et en rouge, meuble, incorporel, constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Donc, la définition du fonds de commerce, si on va devoir oublier ou faire fi de la considération meuble et de la considération incorporelle, on va dire que le fonds de commerce est un bien constitué par l'ensemble de biens mobiliers qui sont affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales. Donc tous les biens, mais il faut noter qu'ils sont mobiliers. Mobiliers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés au sol. On est d'accord? Allô? On vous entend, Oui, monsieur. monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur, on vous entend. Très bien. Donc, ils sont affectés par le commerçant à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales. Donc, cette définition appelle un certain nombre de précisions. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre le fonds de commerce avec l'immeuble dans lequel il est exploité les murs. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un snack, si on prend un café, il ne faut pas confondre le fonds de commerce avec l'immeuble dans lequel est exploité ce fonds de commerce, que nous appelons donc les murs, et c'est pour ça que très souvent dans la pratique, on parle de fonds et murs. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre le fonds de commerce avec le local ou bien l'immeuble dans lequel il est exploité. Donc, je peux très bien être propriétaire d'un fonds de commerce et ne pas être propriétaire de l'immeuble dans lequel j'exploite ce fonds de commerce. Donc, si je suis propriétaire du local et propriétaire du fonds de commerce, donc on est dans deux choses différentes. Le fonds de commerce et l'immeuble. Donc, je suis à la fois propriétaire de l'immeuble et propriétaire du fonds de commerce. Mais je peux très bien être propriétaire d'un fonds de commerce, mais je l'exploite dans un immeuble, n'est-ce pas, loué. Donc, je ne suis pas propriétaire du local dans lequel je l'exploite. Alors, deuxième chose, le fonds de commerce ne comprend que les éléments mobiliers, c'est-à-dire même s'il y a des biens immobiliers, le fonds de commerce ne comprend que les éléments mobiliers. Troisième précision, c'est une universalité constituée de l'ensemble des droits et obligations relatifs à l'exploitation commerciale. L'universalité, c'est pour dire c'est un tout, et ce tout est constitué des droits et obligations qui sont relatifs à l'obligation commerciale. Une autre précision, quand on parle d'un fonds de commerce, sachez que le fonds de commerce n'a pas la personnalité morale, c'est-à-dire c'est le commerçant
qui, s'il exerce à titre personnel, donc c'est le commerçant, personne physique qui exploite le fonds de commerce, qui est propriétaire du fonds de commerce. Si le commerçant est une personne morale, eh bien c'est la personne morale. Par exemple, quand on dit le fonds de commerce d'une banque, par exemple, je dis n'importe quoi, Tijari Wafa, le fonds de commerce n'existe pas en tant que tel. Le fonds de commerce n'a pas la personnalité morale. Mais on va dire que la banque, à Tijari Wafa, exploite un fonds de commerce. Et donc, c'est le commerçant, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, qui répond de ses dettes sur l'ensemble des biens. Et il faut noter que les éléments constitutifs des fonds de commerce ont une importance variable à chaque fonds, et chaque fonds a une composition propre. Ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Voilà les quelques précisions à apporter à cette définition. Alors, deuxième chose à retenir, c'est que le fonds de commerce doit comprendre obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Alors, c'est quoi? Bon, la clientèle, je sais que vous connaissez ce que c'est une clientèle, mais l'achalandage, achalandage. Alors, ça vient de l'ancien français chalon. Et le chalon, c'est un client de passage. Par exemple, chaque matin, j'emprunte un train et à l'intérieur de la gare, vous avez un café. Donc, vous prenez votre petit déjeuner le matin, vous n'êtes pas client, mais vous êtes un chaland parce que vous êtes un client de passage. C'est-à-dire que vous n'avez pris votre petit déjeuner au sein de ce café que parce que vous êtes de passage. C'est-à-dire que les autres jours, si vous ne prêtez pas le train, donc vous prenez votre petit déjeuner dans votre café habituel, là où vous êtes client. Et donc, très souvent, certains commerçants ou certains fonds de commerce profitent non seulement de la clientèle qui est fidèle au fonds de commerce, mais profitent de tous ceux qui, pour des raisons de commodité, n'est-ce pas, s'approvisionnent auprès de ce commerçant. Et donc, c'est pour ça que le fonds de commerce est constitué d'un certain nombre d'éléments, mais l'élément le plus important et que doit comporter obligatoirement un fonds de commerce, c'est la clientèle et l'achalandage. Ça va, vous voyez la différence entre les deux? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant qu'on a précisé les deux éléments que doit obligatoirement comporter un fonds de commerce, on peut ajouter des choses. Donc il comprend aussi tous les autres biens qui sont nécessaires à l'exploitation du fonds. Vous avez le nom commercial. Vous avez l'enseigne, vous avez le droit au bail, vous avez le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de services, les dessins et modèles industriels, et généralement tout droit de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Mais là, je veux quand même apporter une précision. Vous avez noté que le fonds de commerce doit comprendre obligatoirement. Donc, ce que je dois avoir obligatoirement dans un fonds de commerce, c'est la clientèle et l'achalandage. Mais ce fonds de commerce, il peut également comporter ou comprendre d'autres biens ou d'autres éléments qui sont nécessaires à l'exploitation. D'où la question. Est-ce qu'on doit absolument avoir tous ces éléments pour parler d'un fonds de commerce? La réponse est non. Je peux très bien avoir le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, et la clientèle et l'achalandage. Et donc, je peux parler d'un fonds de commerce. Je peux avoir le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, clientèle et achalandage. Comme je peux avoir le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier, les marchandises, le matériel et outillage, les brevets d'invention et la clientèle et l'achalandage. Donc, vous voyez venir, c'est-à-dire que le fonds de commerce doit obligatoirement
comprendre la clientèle achalandage et vous pouvez ajouter tous les autres biens qui sont nécessaires à l'exploitation. Mais il n'est pas dit qu'il faut absolument avoir tous ces biens pour avoir un fonds de commerce. Je ne sais pas, est-ce que vous me suivez ou pas? Excusez-moi, monsieur, j'ai pas Oui. compris ce que c'est l'enseigne. Oui, monsieur, on vous entend. L'enseigne. D'accord. L'enseigne est très bien. Ok. Est-ce que l'écran est partagé? Oui, monsieur. D'accord. Donc ça, par exemple, ce que vous voyez donc écrit en blanc, rouge, ça c'est l'enseigne. C'est-à-dire que cette banque, vous la connaissez déjà à travers l'enseigne. Allô? On vous entend, Oui, monsieur. monsieur. C'est le nom. C'est le nom. Ça peut être un nom, ça peut être une image, ça peut être Le un logo. son, voilà, ça peut être un logo, ça peut être. Mais dès que vous voyez justement Attijari Wafa, ça renvoie automatiquement à une banque. Vous ne pouvez pas la confondre avec une autre structure. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Alors, par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez? C'est Bricoma, donc, ça c'est un nombre avec un dessin, avec des couleurs, etc. Et donc, ça, c'est aussi une enseigne. Valé? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur. Pas de souci, pas de souci. Donc ça, là encore, vous pouvez soit raisonner en termes d'enseigne. Donc par exemple, à gauche, vous voyez Asima. C'est bon, c'est visible ou vous voulez que j'agrandisse encore? Je pense que j'ai la C'est possibilité. visible, monsieur. Visible, monsieur. Voilà, donc vous voyez par exemple donc Asima. Donc vous avez le nom Asima, vous avez donc l'enseigne, ici le petit carreau, vous avez le A en rouge et le vert. Vous avez donc Marjane, par exemple, donc le nom, l'enseigne, donc ça peut être un nom tout court, ça peut être l'enseigne, c'est le petit carreau avec un M, avec un point jaune. Et donc vous avez là d'autres exemples d'enseignes, La Belle Vie, Métro, Carrefour, etc. Et puis, donc ça peut être, si vous prenez à la fois Marjane et l'enseigne, et vous les mettez ensemble, vous pouvez déjà parler d'une marque de commerce. OK? Vous avez par exemple Aswaq Salam, vous avez BIM. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris que l'exemple des grandes surfaces, mais bon, ça répond à votre question. Donc voilà une marque de fabrique que tous les jeunes aiment avoir, n'est-ce pas? Oui, monsieur. PM. Et vous préférez la série 3, la série 4, la série 5, qu'est-ce que vous préférez? Elles sont toutes la même chose pour moi. Voilà, donc voilà un exemple de marque de fabrique. Vous pouvez aussi avoir un nom commercial. Donc là, vous pouvez choisir à l'intérieur de cette liste donc un certain nombre de noms. Hein. Donc j'ai pris des marques et des noms internationaux. Donc vous avez Alcatel, vous avez Air France, vous avez Decathlon d'ailleurs que vous connaissez, etc. Alza. Voilà. Donc après, on ne sait pas à un moment donné faire, comment dire, dissocier entre une enseigne, entre un nom commercial, une marque de commerce, une marque de fabrique, parce que tout dépend du choix de l'entreprise. Bon, bien évidemment, je n'ai pas cité les marques Pizza Hut, McDo, etc. Donc,
Et donc, je peux très bien vous dire, je suis intéressé, donc si je reviens par exemple à l'enseigne à Tijari Wafa, je peux très bien vous dire, je veux acheter votre logo. Donc là, je vais acheter la petite montagne en noir, le dessous il est en orange, le dessus il est en jaune, et vous pouvez très bien me vendre le logo, mais je ne peux pas parler d'un fonds de commerce. J'achète un logo, j'achète une marque, j'achète une enseigne, mais pour parler d'un fonds de commerce, il faut absolument avoir quoi? Je vous écoute. Pour parler d'un fonds de commerce, il faut absolument avoir quoi? La clientèle et l'achalandage. Et l'achalandage, voilà. Sans clientèle et sans achalandage, vous ne pouvez pas parler de fonds de commerce. OK? Alors, je pense ça, on l'a déjà vu. Alors, encore une fois, quelques précisions par rapport à la clientèle et quelques précisions par rapport à l'achalandage. Donc, la clientèle, ça vous l'avez compris, c'est l'ensemble des personnes qui sont en relation d'affaires habituelle avec l'exploitant d'un fonds de commerce, auprès duquel ils se fournissent ou dont ils requièrent les services en raison de ses compétences personnelles. En d'autres termes, la clientèle désigne l'ensemble des personnes avec lesquelles le commerçant entretient des relations contractuelles. Bon, ça c'est pas important pour vous, mais pour les juristes, ils doivent quand même noter que la notion de clientèle n'est pas définie en droit marocain. Et puis même quand on parle de la clientèle, on sait pas, on n'a pas de réponse à une question évidente. À partir de quel seuil on peut parler d'une clientèle? C'est-à-dire que si je n'ai qu'un seul client, est-ce que je peux parler d'une clientèle? Alors pour l'achalandage, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'ancien français chaland qui signifie passant. Et l'achalandage donc serait la possibilité de transformer le simple passant en client. Sur le plan pratique, il s'agit de la situation géographique du fonds de commerce. L'achalandage est donc la partie de la clientèle davantage intéressée par des caractéristiques plus objectives du fonds. Caractéristiques plus objectives, c'est de dire c'est sur mon chemin. Donc ça, c'est un caractéristique objectif. Ou alors, c'est de dire c'est la boulangerie la plus proche de chez moi. Donc tel que l'emplacement géographique, par exemple. Ainsi serait-ce le cas d'une boulangerie située à proximité d'une gare. OK? Oui, monsieur. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce trombone. Pourquoi ce trombone? Oui, donc c'est pour ouvrir le nom commercial, l'enseigne, brevet, marque. Donc très bien, ça c'est déjà fait. Alors, un mot sur le droit au bail. Alors, le commerçant est propriétaire de son fonds de commerce. Donc ça, vous l'avez noté tout à fait au début. Mais généralement, il est locataire des locaux dans lesquels il exploite son fonds. Or, la clientèle est souvent attachée à l'emplacement. Si à la fin du bail, le commerçant était obligé de quitter le local, il risquerait de perdre l'élément essentiel de son fonds de commerce. Et c'est la prérogative principale du locataire commerçant qui lui octroie pratiquement un droit réel sur le local. En fait, tout se passe comme si le bail était illimité. Alors, je vais vous l'expliquer de manière plus simple. Alors, A est propriétaire du local. B est le commerçant, donc qui exploite donc ce fonds de commerce dans ce local. Alors, parmi les éléments que vous avez dans ce fonds
de commerce, vous avez le droit au bail. Alors, c'est quoi, en termes plus simples, ce droit au bail? Alors, comme le commerçant, pour exploiter ce local, a dû signer un contrat de loyer, donc il y a un contrat de loyer, alors je dis n'importe quoi, 5 000 dirhams par mois. Ok, vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, si maintenant, 4 ans, 5 ans après, 10 ans après, B veut vendre, donc céder, son fonds de commerce à C. Parmi les éléments à céder à C, le droit au bail. C'est-à-dire qu'en cédant le droit au bail, on va considérer rétroactivement que c'est C qui a signé le contrat avec A. Comme ça, le propriétaire du local ne peut pas revenir à la charge et dire à C, on va devoir revoir le prix, on va devoir revoir le loyer parce que les 5 000 dirhams, c'était entre A et B. Maintenant que vous êtes nouveau, que vous voulez exploiter dans ce fonds de commerce dans mon local dont je suis propriétaire, alors on va revoir le loyer à 10 000 dirhams. Si je vends un fonds de commerce et parmi les éléments il y a un droit au bail, le propriétaire ne peut pas exiger une révision du loyer. Vous me suivez? Oui, monsieur, c'est clair. C'est comme si le droit au bail entraîne une certaine stabilité du fonds de commerce pour que le fonds de commerce ne soit pas déstabilisé suite à la cession du fonds de commerce. Donc on doit maintenir les mêmes conditions. Bon, c'est vrai que la loi régissant, enfin réglementant les loyers prévoit quand même des augmentations. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'abus. L'idée ici, c'est de dire que le propriétaire ne peut pas profiter de la cession du fonds de commerce pour revoir le loyer. Je ne sais pas, est-ce que je me suis fait comprendre ou pas? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien, excellent. Voilà pour donc la partie éléments du Monsieur, fonds de commerce. Oui, monsieur, il y a pas mal des étudiants qui disent dans le chat qu'ils n'ont pas compris d'accord. ce crédit bail. Je sais pas. Le droit au bail. Bien que vous voulez dire Monsieur, droit au bail. oui, 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 droit au D'abord, bail, pardon. je vais le dire en termes simples. A, هو le propriétaire le local. Le local, c'est un café et le loyer, comme ça, 5 000 dirhams. ولكن qui exploite le café? C'est monsieur B. ياك؟ Oui, monsieur. Alors, après un certain temps, 5 ans, 6 ans, B, C, le fonds de commerce. Parmi les éléments que B a cédé à C, ce que nous appelons le droit au bail. C'est-à-dire que l'acquéreur, il a un droit au bail. Le bail, c'est pour dire loyer. Hein. Donc, C va bénéficier de ce droit au bail. وكنوليو كنعتبروا بحال A ou C هما اللي يصنعوا le contrat de loyer من الأول. بحال ما كانش B. Et donc, si on considère ou on fait comme si les parties ne sont plus A et B, mais A et C, ça évite quoi? Ça empêche que A revoie le loyer parce qu'il y a un nouveau ou un nouvel exploitant du fonds du local. شوفوا واش دابا فهموا ولا ما فهموش.
Allô? On vous entend, monsieur. Là, Oui, هذو ما monsieur. فهموش. Je pense que oui, monsieur. Monsieur قال لك merci راه فهم. Alors, donc مرة نسيتهم في الحقيقة. مريم مجيد pas compris. Non, ما فهمتش مزيان. الموقع ولا بلاص فهمتي ولا نوتوريتي تاع تعاود تشرح. دابا كاين جوج كيشرحوا، كاين وليد كيشرح وانا ياك. وليد ما عليكش خدام معايا بعدا وليد. لا زعما الطريقة لو بلو سامبل هو مول المحل كرا لواحد السيد بي لو لويي الكرا ب 5000 درهم. هذا هي ما بقاش بغا يخدم، باع الفوند كوميرس ديالو للسي. غينوض هذا سي نورمال، غينوض هذا يقول لي اخويا فين كنعرفك انايا، هاد اللوي ديال 5000 درهم راه درتو مع بي هادي 5 سنين ولا 6 سنين، انت غتولي تعطيني 10000 درهم ولا ما كاين كرا. اسكو سي بوسيبل او با؟ Possible, monsieur. Monsieur. ياك Le سي droit, Oui, بوسيبل. monsieur, c'est possible. mais monsieur, le droit, هادشي علاش بي ملي كيبيع للسي الفوند كوميرس خصو يبيع يعني ليه مع معاه لو دروا او باي. دونك هادو دروا او باي حمايه ديال السي كيولي محمي بهادو دروا او باي. ملي غيجي بحال يقول السي لي كيولي بحالو بحال البي، بحال بحال غير بي ملي توقع غيجي عليه داك. فوالا ملي غيجي عنده يقول ليه راه ما كنعرفكش غادي تبدا تعطيني 10000 درهم، يقول لي لا راه كتعرفني باسكو انا شريت فوند كوميرس وبارمي لي زيليمون اللي شريت في هاد الفوند كوميرس لو دروا او باي غنبقى نخلص لك 5000 درهم حتى توصل الوقت ديال الزياده اللي هي قانونيه وغنزيدك في الوي، ما غنزيدكش باسكو جو فيان داكيغير لو فوند دو كوميرس. وي oui, مسيو monsieur, ميرسي. c'est clair. صافي هادشي اللي كاين. دونك لو دروا او باي سي اون ستابيليتي. دونك الا غادي بغينا نديروها دابا بالفرنسيه غنقولوا لو دروا au bail, c'est une espèce de stabilité du fonds de commerce. Stabilité du fonds de commerce contre quoi? Contre toute éviction. شنو ايفيكسيون بالدارجه؟ هي باش ما ينوضش ويجري على السي. قول لي الا ما خلصتيش لي ما عاودناش شفنا الكونطرا وعطيتيني 10000 درهم غادي نجري عليك. هاد الجريه سميتها éviction. Donc le droit au bail est une stabilité du fonds de commerce contre toute éviction. Ou alors s'il va devoir, donc le verbe léger éviction, il y a évincer. Et s'il veut l'évincer, il doit l'indemniser. صافي تفهمنا؟ Oui, monsieur, c'est clair. بغيتي تجري عليا سيدي ما كاين حتى مشكل، عطينا رزقي. Donc il faut m'indemniser. Pourquoi vous voulez m'évincer? Eh bien parce qu'on va revoir le loyer. On ne peut pas revoir le loyer parce que quand j'ai acheté le fonds de commerce, parmi les éléments que j'ai acheté le droit au bail. Et donc c'est pour ça, mais ça on va le voir après dans les contrats. Qu'est-ce que je disais? Donc on va le voir dans le contrat par rapport au contrat de vente du fonds de commerce. Ça va, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, tout est clair. Alors, Walid, donc on va permettre à l'acquéreur de reprendre le bail conclu entre le précédent occupant et le propriétaire dans des conditions. Aïe, 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 si Walid. دابا وليد كيكتبوا ليه ميرسي اكثر مني انا. Merci à vous aussi, monsieur. خالد وليد كدير لي اخويا لا كونكورونس ديال الويا دابا. عارف لا كونكورونس ديال الويا. الوغ لا 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 وحنا قال لك لا ميور فاسون بوغ انسولتي ان ميتر سي دو ريستي تو الطون سون élève. حنا ماذا بينا سيدي يكون المستوى طالع وتوليو نتوما احسن منا، ما عندناش مشكل.
Alors, les éléments du fonds de commerce, donc je pense que donc on l'a tranché. On va juste la survoler rapidement pour passer à autre chose. Donc, le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. De toute façon, tout le monde, si vous passez des entretiens, c'est quoi un fonds de commerce? Bon, retenez quand même que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. Donc, meuble par opposition à immeuble. وعلاش هو meuble alors qu'il est exercé dans un bien immeuble, on est d'accord. ملي كنقولوا قهوة ولا ملي كنقولوا restaurant ولا ملي كنقولوا un snack, كنقولوا une agence bancaire, etc. On est dans un local donc. Mais le fonds de commerce lui-même n'est pas un bien immeuble, c'est un bien meuble. Pourquoi? Parce que vous pouvez le déplacer. Aujourd'hui, je suis à boulevard Abdel Moumen, donc je peux passer à boulevard Hassan II. Donc, je ne déplace pas le local, mais je déplace le fonds de commerce. C'est-à-dire que vous me suivez. Oui, monsieur. Et donc, c'est pour ça que le caractère meuble ou la considération meuble l'emporte sur la considération immeuble. Ou il est incorporel, alors que pratiquement tous les éléments, c'est tous les éléments, mais une bonne partie des éléments est constituée de biens corporels. Mujassada. Donc, le nom commercial, c'est incorporel. L'enseigne, c'est incorporel. Le droit au bail, c'est incorporel. Le mobilier, il est corporel. Marchandises, c'est corporel. Le matériel et l'outillage, corporel. Les brevets d'invention, incorporels. Licences, incorporelles. Les marques, incorporelles. Les dessins, incorporels. Clientèle, incorporelle. Achalandage, incorporel. Mais le fait que le fonds de commerce doit comprendre obligatoirement la clientèle et l'achalandage, ça veut dire que l'élément le plus important, c'est la clientèle et l'achalandage. Et puisque l'élément le plus important, c'est la clientèle et l'achalandage, donc le fonds de commerce ne peut être qu'un bien incorporel, combien même il comporterait des biens corporels. Ça va? C'est bon? Oui, monsieur, très bien. Alors, on arrive au contrat portant sur le fonds de commerce. Alors, on va traiter quatre types de contrats. D'abord, la vente du fonds de commerce. Ça veut dire que j'ai un fonds de commerce et je veux le vendre. Donc, pour moi, un gestionnaire, je ne vais pas entrer dans des considérations d'ordre, on va dire, d'ordre juridique. Hein. Je vais rester un peu de manière un peu superficielle pour vous aider à comprendre certaines choses. Donc, le cours, je l'ai adapté parce que la cible, c'est des futurs gestionnaires, c'est des économistes. Donc, je ne suis pas dans des problématiques juridiques. Donc, je suis dans les considérations économiques, donc la vente du fonds de commerce. Et moi, en tant que gestionnaire, en tant qu'économiste, quels sont les points de vigilance auxquels je dois faire attention, donc la vente du fonds de commerce, l'apport en société du fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce et la gérance libre. Alors, ce fonds de commerce, quand il prend cette forme, hein, la forme d'un fonds de commerce avec des considérations juridiques, le problème ne se pose pas. Mais quand il prend une autre forme pour, par exemple, évaluer une entreprise, je veux évaluer l'entreprise. Je veux évaluer l'entreprise, pourquoi? Pour déterminer un prix. Parce que de toute façon, j'imagine que vous arrivez à faire la distinction entre la valeur de l'entreprise et le prix à payer pour avoir cette entreprise. Bon, quelle est la différence? La valeur, value, hein, et prix, price, ne sont pas la même chose. Pourquoi? Parce que price is what you pay. But value is what you get. Donc, quand je détermine la valeur de l'entreprise, c'est pour avoir une base de discussion pour déterminer un prix. Alors, si le prix à payer est supérieur à la valeur de l'entreprise,
c'est que forcément, le prix que j'ai payé, je l'ai payé par rapport à la possibilité de développement de l'entreprise et parce que je sais que sa valeur est différente de la somme des parties qui composent ses actifs et ses passifs. Parce que si vous prenez un bilan, alors dans un bilan, vous avez les IMO, donc je parle sous votre contrôle parce que vous maîtrisez mieux que moi. Donc les IMO en non-valeur, puis vous avez les immobilisations incorporelles, puis vous avez les immobilisations corporelles, puis vous avez les IMO financières, puis vous avez tout l'actif circulant, et vous avez la trésorerie active. Là, vous avez les capitaux propres, vous avez les dettes de financement, puis vous avez le passif circulant, et vous avez la trésorerie passive. Alors, quand je dis la somme des parties, donc la somme des parties, c'est ce que vous appelez, vous, total actif. On est d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Mais l'ancienneté de l'entreprise, où est-ce que vous voyez l'ancienneté de l'entreprise? Le passif. Non, l'ancienneté de l'entreprise, c'est-à-dire si je vous dis cette entreprise existe depuis 1920, où est-ce que vous voyez cette ancienneté? Si je vous dis les dirigeants, ils ont tous des diplômes d'ingénieurs ponts et chaussées, où est-ce que vous allez voir ça? Si je vous dis que le personnel est un personnel trop qualifié, où est-ce que vous voyez ça dans un bilan? Si je vous dis nous avons... Pardon? Le CV de personne. Oui, oui, mais vous ne le voyez pas dans un bilan. La compétence du personnel, vous ne voyez pas ça dans un bilan. Dans votre actif circulant, vous avez créance client. Mais si je vous dis dans mon portefeuille client, j'ai l'OCP, c'est pas comme si je vous dis dans mon portefeuille client, j'ai Mohamed, l'Ifdara. On est d'accord? Oui, monsieur. La valeur. Donc, c'est pas la même chose. Donc, la qualité du portefeuille est quand même importante. Si je vous dis, j'ai un réseau de distribution performant. Donc, vous voyez bien que vous avez des choses qui sont importantes et qui donnent de la valeur à l'entreprise et qu'on ne voit pas dans un bilan. Alors vous, enfin peut-être pas dans les médias, pas dans les cours auxquels vous allez assister, ni dans le S5, ni dans le S6, mais pour ceux d'entre vous qui vont faire après master, etc., vous allez découvrir la notion de goodwill. Et bien évidemment, quand je dis goodwill, on peut aussi imaginer badwill, as bad student. Or good students. Hein. It depends. Donc, goodwill ou badwill, c'est pour dire que la valeur de l'entreprise, c'est 100, mais sans goodwill, il est de 20, donc la valeur financière de cette entreprise est de 120. Autrement dit, si la valeur financière est supérieure à la valeur comptable, c'est que vous avez un goodwill. Et si la valeur financière est inférieure à la valeur comptable, c'est que vous avez un badwill. Et qu'est-ce qui fait que la valeur financière est supérieure à la valeur comptable? C'est que par exemple, si je prends une société cotée en bourse, sa valeur financière, c'est sa capitalisation boursière. Et donc, je compare la capitalisation boursière qui est le cours fois le nombre d'actions, et je le compare à la valeur comptable. Donc, si j'ai une valeur financière qui est supérieure à la valeur comptable, ça veut dire que le marché apprécie l'entreprise et donc elle a un goodwill. Et à contrario, si j'ai une valeur financière qui est inférieure à la valeur comptable, c'est qu'il y a un badwill parce que le marché sanctionne l'entreprise. Donc, la valeur financière, c'est financial value minus book value equals goodwill. Donc ça, je l'ai dit dans toutes les langues, comme ça peut vous être utile à l'avenir. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que justement ce goodwill, si je dois retenir un synonyme à ce goodwill, c'est tout simplement les éléments incorporels
du fonds de commerce. Donc cette notion, si je la traite avec vous, ce n'est pas pour des considérations purement juridiques, mais parce que je sais que pour les futurs financiers d'entre vous, vous allez retrouver cette notion de fonds de commerce, plus précisément les éléments incorporels du fonds de commerce, mais dans un contexte d'évaluation financière de l'entreprise. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va vous concerner à l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il faut l'apprendre avec beaucoup de sérieux. Allez. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort d'adaptation et donc quand on vous impose, vous qui êtes futur gestionnaire ou futur économiste, si on vous impose un cours de droit commercial, ce n'est pas forcément pour faire de vous des juristes, ça sert strictement à rien, on en a assez. Mais le plus important, c'est que vous puissiez communiquer à l'avenir avec le juriste et vous verrez finalement que vous n'avez rien à lui envier parce que vous avez quand même l'essentiel. Le plus important, c'est d'avoir une tête bien faite et quand à l'avenir vous allez parler du goodwill, la meilleure façon pour comprendre le contenu, le visage et l'importance du goodwill, c'est à travers la notion de fonds de commerce. Et quand vous allez vous référer à la notion de fonds de commerce, c'est là où vous allez comprendre que vous avez des éléments qui sont corporels et des éléments incorporels, mais beaucoup plus la notion de goodwill, il renvoie aux éléments incorporels. Surtout pour ceux d'entre vous qui vont évoluer vers des choses à l'international. Parce qu'aujourd'hui, si vous assistez à un cours de compta ou si vous assistez à des cours d'analyse financière, c'est dans un contexte marocain. C'est-à-dire on est vraiment dans des notions basiques de fonds de roulement, de besoins en fonds de roulement, etc. Mais demain, si vous intégrez des structures qui sont des filiales de groupes étrangers, vous ne serez plus dans la norme marocaine, vous serez dans une norme internationale, vous serez dans les normes IFRS par exemple, IFRS, International Financial Reporting Standards, et c'est là où vous allez justement retrouver cette notion de goodwill. Il n'y a pas moyen de la comprendre, il n'y a pas mieux d'ailleurs de comprendre l'intérêt du goodwill si vous ne passez pas par la notion la plus simple qui est le fonds de commerce. Voilà, je voulais juste établir un lien avec le pourquoi de la chose, pourquoi on vous parle de la vente du fonds de commerce, pourquoi on vous parle de l'apport d'un fonds de commerce, pourquoi il est important pour vous de connaître que le fonds de commerce il peut faire l'objet d'un nantissement, c'est-à-dire que je peux le donner en garantie. Et la gérance libre. Comme moi-même, j'arrive à un âge où je ne peux plus travailler, donc je peux, sans céder le fonds de commerce, le donner en location, donc le donner sous forme de gérance libre. Voilà, donc après cette première introduction, on va passer donc aux choses sérieuses. Donc, commençons par la vente. OK? Allô? Ok, monsieur. Très bien. Donc, première chose que vous allez devoir noter, c'est que toute vente d'un fonds de commerce est constatée par un acte. Donc, l'écrit. Il n'y a pas de vente verbale de fonds de commerce. Ça fait? Oui, monsieur. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que en droit, vous avez des actes qui peuvent être verbaux. Par exemple, le contrat de travail, un contrat de travail peut être verbal. C'est-à-dire, dès que je vous confie un travail, on est dans un contrat de travail, pas besoin de signer un contrat de travail. Donc, le contrat, il peut être un contrat verbal. Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, la première chose, c'est que toute vente de fonds de commerce doit être constatée par un acte, soit en la forme authentique, soit sous seing privé. Ça s'écrit comme ça, S-E-I-N-G, donc sous seing privé. Donc, soit la forme authentique. Alors, donnez-moi exemple, quand je dis forme authentique, je pense à qui?
Allô? Quand je dis la forme authentique, ça veut dire quoi? Allô, vous m'entendez? Contrat de travail, monsieur? Là, mais quand on dit la forme authentique, on pense à qui? Au شنو commerçant. الفرق ما بين la forme؟ نعم؟ Là, d'accord. C'est quoi la différence entre forme authentique ou sous seing privé? C'est quoi la différence? Alors, la forme authentique, c'est quand on passe, par exemple, par un notaire. Oui. Allô? Allô? Oui, oui, monsieur. Donc, عقد رسمي. عقد Oui. رسمي. Donc, la forme authentique. Donc, كاينين les actes اللي كندوزوهم عند النوتير وكاين les actes اللي كندوزوهم عند العدول. ياك؟ Oui, monsieur. Donc, quand je passe un notaire ou quand je passe par un adoul, je suis dans un acte authentique. Quand je passe par un contrat entre les parties qui est signé et légalisé, on est dans un acte sous seing privé. Donc, tout d'abord, on a dit sous seing privé authentique. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Acte authentique, les deux parties, ils se sont adressés à un notaire et c'est le notaire qui s'est chargé donc, de la rédaction de l'acte et les deux parties ont signé devant ce notaire. Et donc c'est le notaire qui signe et qui reconnaît que les deux parties ont signé l'acte. Monsieur, Mais comme l'acte de mariage. euh, oui, enfin, un acte de mariage, donc vous passez par un adoul et donc l'acte est un acte authentique. D'accord. يعني عقد موثق. هذه بالعربية authentique, موثق. Oui. و sous seing privé, ça veut dire تلاقينا انا وياك سلفتيني 100 درهم قلتي لي السي غالي عطيني واحد الورقه اللي كتعترف ليا بها الناس كنقول لك يلاه نمشيو للمقاطعه اون سين اون ليغاليز هذا كيتسمى sous seing privé. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Très bien. Alors cet acte, il mentionne, qu'est-ce qu'il mentionne? Donc, il doit mentionner un certain nombre de choses. Donc, هنا كندخلوا l'acte, ما كنبقاوش غير في l'acte. Ou c'est un acte authentique ou là c'est un acte sous seing privé. Donc là, le législateur marocain ne nous a pas imposé une forme, donc il nous a donné la possibilité de faire le choix entre l'acte authentique et le sous seing privé. Par contre, le contenu, donc la loi a imposé donc un formalisme qu'on doit respecter. Donc un contrat d'un fonds de commerce doit comporter le nom du vendeur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui. Donc il faut absolument le nom du vendeur, la date, la nature de l'acte d'acquisition, le prix de l'acquisition. On a le prix d'acquisition, il faut spécifier distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel. C'est-à-dire que le contrat, c'est un حددو واش الثمن مثلا 100 خصنا نكتبوا في هذا 100 le prix des éléments incorporels c'est 80, le prix de la marchandise c'est 10 et le prix du matériel c'est 10. Donc il faut le préciser. Vous me suivez? Oui, monsieur, bien sûr. ياك متبعين معايا؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. كتبقاو عليا بديك وي ما كنعرفكم واش متبعين ولا والو. تبين تبين. مزيان. Oui, monsieur. Alors ensuite, l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris sur le fonds. Alors, ce qu'on a dit, c'est-à-dire le fonds de commerce, puisqu'il a exploité, donc il se peut que le commerçant, pour avoir par exemple pour avoir un crédit, il l'a donné en garantie à la banque. ياك ممكن ولا ماشي ممكن؟ Oui, monsieur, c'est possible. C'est possible. Et donc, s'il le donne en location,
Ça doit apparaître quelque part. Yak. Allô? Oui, monsieur. On vous entend. Ça doit apparaître quelque part. Oui, monsieur. Et ça va apparaître où, à votre avis? L'acte. Monsieur, tu peux répéter, monsieur? Là, d'accord, d'abord l'acte, il doit faire état des inscriptions et des privilèges, des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fond. بالعربية تقييد الامتيازات والرهون. Donc privilèges, امتيازات, nantissement, رهون, pris sur le fond, c'est-à-dire المقامة على الأصل. حيث الأصل دابا حيث le fonds de commerce بالعربية le fonds de commerce هو الأصل التجاري. الأصل ملي تسمعوا الأصل التجاري راه هو le fonds de commerce. الأصل. Donc الأصل التجاري هو le fonds de commerce. Donc أنا acheteur في l'acte ما مكتوباش l'état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le prix sur le fond. أنا en tant qu'acheteur شنو هما الحوايج اللي خصني نرد لهم البال auxquels je dois faire attention pour que je ne sois pas berné. Donc je dois vérifier ce qu'il y a des nantissements sur le fond. On est d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors à votre avis, si je dois le vérifier, qu'est-ce que je dois faire? أنا بغيت غير نعرف واش عندكم le réflexe ولا ما عندكمش. Si je veux vérifier ce qu'il y a des لنفرض دابا le vendeur il me le cache. Le vendeur ما بغاش يقول لي راه كاينه نونتيسمون sur le fond de commerce. أنا spontanément بغيت نقلب على هاد l'information. فين غنمشي؟ Alors pour nos amis francophones, je pose la question par rapport à l'inscription des nantissements qui sont pris sur le fond. Si maintenant l'acheteur ne fait pas état de ces nantissements, est-ce que, je veux dire le vendeur, est-ce que l'acheteur a la possibilité d'aller vérifier par lui-même si effectivement il y a des nantissements qui sont pris sur le fond? Est-ce qu'il a moyen de le faire? Et comment? Et où? Donc, vous ne savez pas. Très bien. Donc, ça, vous pouvez le vérifier au niveau du tribunal de commerce. C'est-à-dire, vous allez vous rendre au tribunal de commerce et vous allez demander quoi? Le registre du commerce. Excellent. Très bien. Et c'est là où vous allez effectivement vérifier. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de vous montrer un modèle. Voilà. Voilà, c'est un exemple donc de modèle 7. Donc, c'est ce que vous pouvez demander hein, quand il s'agit d'une société. Donc, vous allez vous rendre au tribunal de commerce et vous allez demander. Bon, ça va vous coûter 20 dirhams, mais tant mieux parce que vous allez vérifier ce qu'il y a des nantissements. Donc, ça s'appelle le modèle 7. C'est bon, c'est partagé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, au recto, vous avez donc un certain nombre d'informations concernant l'entreprise, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, vous avez au verso, donc vous avez un document en recto verso, et au verso, vous avez quoi? Les inscriptions, vous avez les nantissements, vous avez les crédits bail, vous avez les jugements, vous avez les ventes, vous avez les saisies conservatoires et observations. Donc, quand vous voyez qu'il y a néant, c'est que c'est une bonne chose. Allô?
Oui, monsieur. Sinon, pour quelqu'un qui aurait donné son fonds de commerce au nantissement, ça va se savoir, puisque j'aurai ici nantissement au profit de la banque normale pour un crédit de 1 million de dirhams, etc. Donc, au moins, je saurai que le fonds de commerce que je vais acheter est grevé, on dit grevé, grevé, dans le terme Monsieur, s'il vous utilisé. plaît, c'est quoi un crédit bail? Et c'est quoi un crédit bail? D'accord. C'est quoi un crédit bail? Ok. Crédit bail. ولك leasing تعرفيه ولا بجوج ما عرفهمش leasing Non, non très bien alors c'est quoi le crédit bail عندنا la société A qui veut acheter du matériel mais il n'a pas de fonds pour l'acheter donc de deux choses l'une soit il va demander un crédit bancaire soit il va voir une société de leasing. Par exemple, je prends Wafa Buy. Alors, la société elle va voir la société Wafa Buy, qui est une société de crédit bail. La société de Wafa Buy, il va acheter donc, achat, du matériel auprès du fournisseur de l'immobilisation. Et donc, c'est Wafa Buy qui est propriétaire du bien. Et c'est Wafa Buy qui va le donner en location à la société A. Donc, la société A, au lieu d'acheter directement le matériel, il va passer par une société de leasing. La société de leasing va l'acquérir, il va le mettre à sa disposition. Donc, selon un contrat, avec des loyers à payer pendant une durée, et à la fin, d'ailleurs c'est ça la particularité du crédit bail, à la fin, il y a une option. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs location avec option d'achat. C'est-à-dire que la société A, à la fin de la durée prévue, la société A, il peut demander à acheter le bien moyennant le paiement d'une somme d'argent préalablement déterminée. oui, monsieur, d'accord, merci. Ça va, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, je pense que ça doit suffire pour aujourd'hui parce que j'ai des soutenances à distance. Donc, déjà, là, on est retard il y a 5 minutes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sinon, je vous dis à vendredi. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci pour votre Merci, patience. monsieur. Au revoir. Merci pour votre patience et désolé pour le désagrément. Merci, monsieur. Merci à vous. Allez, au revoir.